Alors, c'est vous qui avez la parole dès le début, puisque c'est une sorte de présentation un peu globale de la situation politique et économique allemande. À vous, Monsieur Lasserre. Bien. Alors, je dirais que, vu la composition de la salle et l'expérience allemande que vous avez déjà, le terme oser l'Allemagne est peut-être un peu inutile, puisque vous avez déjà osé l'Allemagne. Donc, pour vous, ça ne vous concerne pas. Et de toute façon, quand on est en France, on ne peut pas ne pas oser l'Allemagne, parce que si vous n'allez pas en Allemagne, l'Allemagne vient à vous. C'est comme D'Artagnan. Parce que l'Allemagne, l'économie allemande, elle est aussi en France très fortement implantée, et mon partenaire pourra en témoigner. Donc il y a une telle interpénétration entre les deux économies que finalement ce n'est pas vraiment un pays étranger. Nous avons des différences culturelles, mais nous ne sommes beaucoup, depuis très longtemps, plus des pays étrangers l'un par rapport à l'autre. Donc la question c'est plutôt un approfondissement de connaissances, une intensification de coopération dans laquelle on se trouve, plutôt que dans une logique de découverte. On ne découvre pas l'Allemagne comme l'Australie, par exemple, et donc l'Allemagne, on y est confronté en permanence, et on y est confronté, y compris dans sa propre activité nationale, c'est incontournable. D'autant que nous sommes les deux principales économies européennes, France-Allemagne, deux principales économies européennes, puisque l'économie allemande, dont je parlerai de l'importance, constitue 30% du PIB de la zone euro, et que la France en fait 20%, donc France plus Allemagne, ça fait 50% du PIB de la zone euro. Donc c'est le bastion incontournable de l'Union européenne. Alors l'Allemagne proprement dite a une influence qui va bien au-delà de l'Europe, puisque c'est une des économies les plus compétitives au monde, et c'est une des économies les plus exportatrices du monde, puisque la petite Allemagne, si on la mesure au grand pays, avec ses 81 millions d'habitants, exporte autant que la grande Chine, avec je ne sais plus combien de millions d'habitants. Et vous voyez qu'en termes d'intensité d'exportation, les Allemands exportent par tête je ne sais combien de X fois plus que les Chinois. Donc l'Allemagne, en termes de commerce international, est équivalente à la Chine. Elle n'a été dépassée que voilà très peu de temps, et encore c'est une course épaule à épaule. Et de ce point de vue, l'Allemagne est une puissance économique mondiale de tout premier plan, puisqu'elle représente à peu près à elle seule 9% du commerce mondial. Donc vous voyez que c'est tout à fait conséquent. Alors du point de vue européen proprement dit, l'Allemagne est aussi le premier pays économique européen par la puissance de son économie, puisque je vous ai dit 30% du PIB européen, mais en même temps une industrie allemande qui, elle, fait la moitié du chiffre d'affaires, exactement la moitié du chiffre d'affaires de l'ensemble de l'industrie européenne, et qui réalise presque 60% des exportations européennes dans son ensemble. Donc c'est un géant économique en Europe, notamment par cette ouverture internationale. Et donc quand on fait du commerce extérieur, et même quand on fait du commerce intérieur, on rencontre forcément un partenaire allemand. Et en France, la concurrence des opérateurs allemands est très très forte pour les entreprises françaises. Et ils en savent quelque chose, puisqu'ils perdent des marchés vis-à-vis de leur principal concurrent, et de l'autre côté du Rhin, et il est même souvent de plus en plus implanté en France. Donc là, il y a une interpénétration extrêmement forte, dont il faut avoir conscience, parce que cela devrait impliquer, du point de vue politique, enfin du point de vue politique franco-allemand, une beaucoup plus grande convergence des approches pratiques, concrètes, économiques, décisionnelles que l'on fait quand on gère une économie si voisine et si interpénétrée avec l'Allemagne. Et c'est le problème numéro 1 aujourd'hui de la politique française. C'est-à-dire que nos choix politiques ne sont pas en cohérence, ne sont pas en correspondance avec la réalité de notre partenariat avec l'Allemagne. Ce qui pose un gros problème. Ce qui nous pose un problème, mais ce qui pose surtout un gros problème à notre partenaire allemand. On aura sans doute l'occasion d'y revenir, parce que les Allemands ont l'impression que la France leur échappe, et que c'est un partenaire sur lequel, finalement, il y a des doutes,
et avec lesquels peut-être qu'on ne pourra plus travailler de la même façon et pour lesquels on n'a pas réellement d'alternative en termes de partenariat. Et ça, c'est au cœur de la crise européenne que nous vivons aujourd'hui, et c'est au cœur de la crise allemande, de la crise franco-allemande que nous vivons au niveau politique, qui est quelque chose de central, qui ne s'est jamais vu depuis la guerre, et qui est une sorte de Entfremdung, d'un éloignement, d'une étrangeté les uns par rapport aux autres, qui m'inquiète beaucoup. Parce que cette Entfremdung, c'était déjà celle qu'on éprouvait dans les années 1900-1914, où les deux sociétés s'éloignaient de plus en plus, où l'Allemagne arrivait comme géant économique, comme puissance mondiale, alors que la France campait sur sa position et voyait sa position petit à petit grignotée par l'émergence du géant allemand. Donc moi, cela m'inquiète en tant qu'historien, et cela doit nous inquiéter parce que ça veut dire que ce partenariat n'est plus tout à fait symétrique. Et alors ça, c'est mon principale préoccupation politique. Et la préoccupation politique peut être liée au fait qu'il y a en Allemagne une stabilité politique et un jeu politique totalement différent du nôtre, c'est-à-dire qu'en Allemagne, les hommes politiques, les courants politiques travaillent ensemble. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, bien au contraire. Mais on travaille ensemble et face à la crise, il y a eu depuis les années 2000 un partenariat, une grande coalition, pas forcément formalisée, mais en tout cas une coopération entre les grandes forces politiques avec un accord central sur des priorités communes, ce qui est absolument différent de la France. En plus, la société allemande, ça c'est l'aspect social et sociologique, est une société qui est beaucoup plus partenariale, c'est-à-dire que tout le monde travaille avec tout le monde et c'est du partenariat que l'Allemagne tire sa force de compétitivité. Tout le monde travaille avec tout le monde, on échange l'information, on travaille au niveau local, on travaille au niveau régional, on travaille au niveau transnational et on travaille entre petits et grands, on travaille entre chercheurs et économistes. Les politiques ne concoctent pas leurs solutions ensemble, mais ils s'associent très fortement à des experts. Les choix sont partagés entre les experts et les hommes politiques, alors qu'en France, les hommes politiques et notre technocratie travaillent toutes seules en complète coupure avec l'expertise qui est très largement répandue dans la société. Alors l'économie, alors là c'est aussi du point de vue, alors ce modèle a naturellement des résultats puisqu'il sait s'autocorriger et c'est ce qui s'est passé puisque l'Allemagne après la réunification en 1990 a eu 10 années finalement très difficiles qui ont été très coûteuses dans lesquelles l'Allemagne a perdu énormément de la compétitivité qu'elle avait avant les années 90 et qui a vu affaiblir justement sa dynamique et qui, confrontée à la mondialisation, l'Allemagne s'est vue perdre des parts de marché, elle a vu son poids régresser et surtout ses performances s'affaiblir. Et c'était justement dans les années 2002-2003 ce qui a amené très vite une réaction politique de l'Allemagne, enfin très vite, on a mis beaucoup de temps. Le chancelier Kohl a essayé de gérer ça pendant 3 mandats, il n'y est pas totalement arrivé. Monsieur Schröder, il y a eu une alternance politique forte avec les Verts et les sociodémocrates, qui pendant 4 ans se sont amusés à faire des réformes de société, vous voyez, à vouloir changer le chant des oiseaux, etc. Et puis protéger les animaux. Protéger les animaux, c'était un élément du programme de coalition de Schröder, du deuxième gouvernement. Et enfin, c'était dans la déclaration gouvernementale, mot à mot, il y avait tout un paragraphe là-dessus. C'est important. Hein. Alors l'économie, mais justement, c'est que on a reconstitué la compétitivité de l'économie allemande en abaissant ses coûts. Et notamment en révisant complètement le niveau de protection sociale qui était le plus élevé du monde et on l'a remis à un niveau inférieur. On ne l'a pas détruit, contrairement aux rumeurs et à l'intoxication qui prévaut dans la scène, enfin, parmi les économistes français, que l'Allemagne aurait créé la pauvreté chez elle. Non, on a remis la compétitivité à niveau en abaissant les standards extraordinaires du progrès social, de l'état social, et en le remettant à sa juste mesure, ce qui a eu pour effet un miracle de l'emploi, et qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne est en situation de plein emploi, avec 6% de chômeurs, la moitié moins que chez nous, et puis surtout un chômage des jeunes pratiquement inexistant, enfin pas inexistant, mais à peu près équivalent à la moyenne nationale, et donc
du point de vue de la performance, de l'optimisation de ses ressources, quelque chose de tout à fait singulier, et surtout un très haut niveau de qualification de la main-d'œuvre, un système de formation extrêmement performant, à la différence d'une autre, qui fait que le nombre de gens qualifiés en Allemagne, enfin le nombre de gens non qualifiés en Allemagne est tombé en dessous de la barre de 10%. Tout le monde en Allemagne, en très large majorité, a une qualification professionnelle reconnue dans les différents niveaux, mais reconnue. Il n'y a pas de non qualifiés en Allemagne. Et ça, c'est un contraste extraordinaire. C'était votre conclusion pour cette partie économique. Voilà. Très bien, merci René Lasserre, directeur du CIRAC. Maintenant, c'est Raphaël Goldstein qui va nous parler de l'exportation en Allemagne, puisque c'est un petit peu ce que fait le GTAI. Vous aidez les entreprises à exporter vers l'Allemagne. J'ai complété ça. Oui, vous allez compléter, vous allez nous montrer, je crois, des présentations. Oui, alors j'ai fait une petite présentation. C'est surtout des images pour illustrer un peu mes propos. Je vais peut-être expliquer un peu ce qu'est Germany Trade Invest. Germany Trade Invest, c'est ce qu'il va y avoir en France qui correspondra à la fusion de l'AFI, c'est-à-dire Invest in France, et de UBI France, c'est-à-dire une entreprise, une agence d'État qui appartient au ministère de l'économie allemand, ministère de l'économie et de l'énergie, qui a comme fonction deux choses, c'est-à-dire d'aider les entreprises allemandes à exporter et d'aider les entreprises étrangères. Alors dans mon cas, c'est les entreprises françaises, puisque je suis le représentant ici en France, pas à exporter, mais surtout à s'implanter en Allemagne. Parce que ce que je fais, c'est du IDE, ou FDI en anglais, c'est-à-dire de l'investissement direct étranger. Ce que l'on fait, c'est donner des informations sur les marchés, les opportunités de négoce, d'expliquer les aspects juridiques et fiscaux relatifs au projet d'implantation, de sélectionner des sites d'implantation, de permettre une analyse de coûts si un projet hésite entre la Pologne, la Hollande, enfin tout autre pays, donc de faire une analyse de coûts neutre et objective, d'analyser les subsides légaux à disposition et les possibilités de financement privé. Et ce que l'on fait, c'est accompagner les entreprises à travers toutes les démarches administratives qui sont laborieuses. Pas tout à fait difficile, mais disons que quand on est un entrepreneur étranger, si je prends par exemple un Coréen, c'est pas toujours très facile pour lui de taper à la porte pour faire un dépôt de demande de subvention. Mon propos, c'est surtout d'expliquer d'une façon, disons, neutre, ce qu'est, où est-ce qu'on investit en Allemagne et où est-ce qu'investissent les Français en Allemagne. Parce que je pense que ce qui pourrait intéresser les personnes ici, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en Allemagne actuellement, qu'est-ce qu'on pourrait plus faire en Allemagne. Alors, j'ai ici ce qu'on appelle ça en allemand, on dit une pizza, c'est un fromage, je crois, on dit en français. Voilà, c'est un fromage, vous voyez déjà, la différence culturelle. C'est quelque chose qui représente les investissements directs en Allemagne. Donc, où sont les investissements directs, où sont les segments prioritaires d'investissement. Alors, c'est assez typique pour l'Allemagne, c'est peut-être assez typique en général pour les pays industrialisés, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord, alors c'est quoi le premier endroit où on investit en Allemagne? C'est tout ce qui touche les softwares et les TIC. C'est 18%. Après, donc une société industrialisée. Après, c'est les services financiers, les services, donc le consulting par exemple. Bien après viennent les biens d'équipement, le textile, etc. Alors ça, c'est là où les investisseurs investissent, mais où est-ce que les Français investissent en Allemagne? J'ai fait un peu, enfin je fais toujours un peu, je suis obligé, c'est mon travail finalement, de faire une analyse toujours de où est-ce que les Français investissent, où est-ce qu'on pourrait amener les Français à investir plus en fonction de ce qui est possible en Allemagne, en raison des forces aussi de l'industrie française. Et j'ai été étonné de voir que le TIC, les softwares qui sont relativement forts en France, ne sont qu'en deuxième position. Donc si on voit où investissent les Français d'abord en Allemagne, c'est les services. Les services financiers, les services. Et après, et bien derrière, c'est TIC Software. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est aussi une très bonne nouvelle, puisqu'on voit que finalement, ceux qui investissent dans le TIC, donc ça c'est pas les Français, ils pourraient faire beaucoup, beaucoup plus. Alors, ceux qui investissent en premier dans les TIC Software
c'est les Américains. Donc, synonyme d'investissement dans les softwares, c'est donc les Américains. Et les Français ne sont pas encore très présents là-dedans. Donc, là où les Français sont forts, finalement, on les attend et il y a beaucoup de choses qui doivent encore être faites. Ça, c'est comment nous, à l'agence, on travaille les projets d'investissement. Alors, on a divisé ça en 4 segments qui représentent un peu les 4 segments forts de l'industrie allemande. Donc, c'est l'industrie traditionnelle, c'est-à-dire le génie mécanique, l'automobile, l'électronique. Oui. C'est tout ce qui est chimie, matériaux, sciences de la vie. C'est l'énergie, les technologies de l'environnement. Et c'est les services, évidemment, et les TIC, le software. Alors, ça, ce sont les 4 segments, qui sont les segments, disons, traditionnels, qui constituent les forces de l'Allemagne. Et ce que vous voyez donc en travers, c'est les secteurs qui sont les secteurs dits nouveaux, futurs, en train de se développer. Donc, c'est l'efficacité énergétique, c'est la silver economy. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut souligner, c'est que l'Allemagne est, en différence de la France, un pays vieillissant. Ça, je reviendrai là-dessus, c'est un pays vieillissant. Donc, la silver economy est quelque chose qui est transversale, ces 4 départements, qui est de plus en plus importante. Et l'Allemagne, comme vous l'expliquez très bien, M. Lasserre, c'est un pays qui a une forte valeur ajoutée industrielle. 22% du PIB allemand, c'est de l'industrie. Donc, l'industrie 4.0, c'est-à-dire que l'industrie du futur, la fabrique du futur, comme on l'appelle en France, c'est un thème très important et qui va se développer très fortement en Allemagne et où on se projette. Donc, on va commencer par l'efficacité énergétique, un peu comme teaser. C'est-à-dire que l'efficacité énergétique, ça correspond à quoi ? On a parlé des verts, qui avaient fait beaucoup contribuer au développement de l'énergie renouvelable. Et l'énergie renouvelable s'est beaucoup développée. Un peu le deuxième pied de ce qu'on appelle en France la transition énergétique, l'efficacité énergétique, c'est l'un des grands chantiers de l'Allemagne, puisque après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a été détruite. Donc, c'est beaucoup de maisons qui sont très mauvaises, qui ont été construites dans des conditions relativement mauvaises. Et c'est un parc immobilier à reconstruire énorme. Donc, 20 millions de bâtiments à reconstruire, un taux de rénovation de 2% par an. Donc, c'est l'un des grands secteurs de l'investissement, ce qu'on appelle, en allemand, c'est Schlaffer der Riese, c'est un géant endormi. Et c'est là où il y aura beaucoup d'investissements à l'avenir. Donc, ça correspond à beaucoup de choses, différentes choses. Ça peut être à la fois dans le software, l'électronique, ça peut être aussi dans les isolants, ça peut être aussi bien dans les techniques qui correspondent à la récupération d'énergie. Alors on va passer maintenant à l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est quoi ? C'est la fabrique du futur, c'est la digitalisation de la valeur value chain, de la chaîne de valeur, qui correspond à la fois à la production et au service. C'est un segment que l'Allemagne a besoin de développer, va développer. On n'est pas les seuls. Il y a les Suédois, les Irlandais, les Autrichiens qui se positionnent très fortement sur ce segment. La France a commencé aussi, à partir des 34 plans économiques français. Et l'idée, c'est de faire la fabrique donc intelligente, interconnectée avec le client, avec les fournisseurs. Et cela, ça correspondra à peu près à une valeur ajoutée de 80 milliards de plus, soit un accroissement de 1,7% du BIP jusqu'à 2025. La troisième chose dont on parlait, c'était l'Allemagne, la silver economy. Donc actuellement, l'Allemagne, c'est quand même plus de 20% de la population qui a plus de 65 ans. 40% de la population a plus de 50 ans. Et en 2035, on sera à peu près à 31% de la population qui aura plus de 65 ans. Donc c'est un défi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tout ce que ça signifie, parce que là, on pourrait faire 2 heures à peu près sur cette thématique. Mais ça correspond à un marché. On peut se procurer votre étude très facilement. Oui, évidemment. Alors tout ce que dont je parle, c'est des études que je mets très volontiers à disposition. Et la silver economy est une des choses sur lesquelles on s'est penché très particulièrement. Donc nous, on considère la silver economy comme l'un des 3 piliers du développement. Alors, je vais passer très rapidement sur ce que ça va signifier. Ça va signifier plein de choses, entre autres les médicaments, la médecine préventive, l'automédication, l'assistance à la personne, etc., etc. Et le e-health, la médecine connectée. C'est la médecine connectée avec des sous-strates qu'on appellera peut-être la télémédecine, qui va être très importante à l'avenir, ou la médecine mobile, le développement d'applications, par exemple, pour le diagnostic à distance.
Donc ça, c'est un marché qui actuellement n'est pas, qui est à peu près de 5,5 milliards en Allemagne, mais qui a une progression de 20% l'an. Donc c'est énorme. Je continue. Donc quelques indicateurs qui... Je suis comme une agence d'investissement, donc j'essaie toujours de montrer les aspects très positifs de l'Allemagne. Mais je ne vais pas m'attarder sur tout. La force de l'économie allemande, c'est quoi? C'est le plus gros marché en Europe. C'est le premier, comme vous l'avez dit très bien, le troisième importateur mondial, le premier exportateur mondial. On peut se dire que c'est des Chinois qui sont passés devant nous. Bon, on est premier ou deuxième, mais c'est surtout une flopée de petites et moyennes entreprises. Petites et moyennes, c'est 5000 personnes en Allemagne, dirigées par une famille, qui font la structure de l'économie allemande, qui font que c'est un pays qui a beaucoup de clients et de partenaires. Donc on reparle de la réexportation. L'Allemagne, c'est un marché, mais c'est surtout un marché de réexportation de produits français, d'où l'intérêt de travailler avec les Allemands. Les autres aspects internationalité, je pense que la France n'a rien à apprendre de l'Allemagne, productivité non plus. Qualification, éducation, on peut en débattre, c'est à nouveau un thème très très large. L'Allemagne aime beaucoup former les gens sur le métier et loin de la théorie. Donc ça fait que je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que je pense qu'on va manquer un peu de temps. Avant tout, on apprend un métier en Allemagne. D'où, par exemple, un grand, disons tout ce qui est technicien et très aimé, trouve un travail très facilement. Beaucoup d'ingénieurs sont formés. C'est une formation qui est très réputée en Allemagne. Et c'est un système qui est difficile à expliquer ici, puisqu'il est très très loin de ce qu'on peut connaître en France. C'est l'innovation, 6e pays dans le monde, très important. L'Allemagne investit beaucoup dans l'innovation. Pourquoi? Parce que les petites et moyennes entreprises qui exportent ont besoin de toujours amener un produit innovant sur le marché. Financement et subsides. Bon, l'intéressant de l'Allemagne, c'est quoi? C'est pas tant que vous allez avoir des subsides légaux, parce que je pense que la Pologne et la Roumanie sont mieux placées, mais c'est surtout la structure de banque régionale, qui est très proche des petites et moyennes entreprises, et qui sont habitués à travailler avec les petites entreprises. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'investisseurs français qui viennent me voir, qui me disent « Moi, je n'arrive pas à trouver des crédits en France. » À qui je dois expliquer « Oui, mais je ne sais pas si vous les trouvez en Allemagne, mais c'est vrai qu'il y a une culture qui est plus proche du petit et moyen entrepreneur et plus de partenariat. » Sur la thématique de l'imposition, ce n'est pas vraiment quelque chose sur lequel on peut... Sécurité de l'investissement, je pense que la France est aussi très sûre, l'Allemagne aussi. La qualité et le coût de la vie. Alors ça, c'est une chose qui n'est peut-être pas connue, mais c'est vrai que l'Allemagne, si on compare ça avec les autres pays européens, les grandes places financières, Paris, c'est un pays qui n'est pas cher. La nourriture, les loyers, trouver les bureaux, c'est pas cher. C'est très intéressant pour tout ce qui veut produire, avoir besoin d'une grande surface, mais c'est intéressant pour les startups, par exemple, qui ont souvent ça comme premier obstacle pour développer une activité à l'étranger. Alors, je suis content de voir qu'on a quand même pas mal de projets de ce type et de voir pas mal d'entreprises françaises, des startups qui prennent cette opportunité, entre autres l'entreprise Parrot, que vous devez tous connaître, qui fait des drones, qui est à Munich. Et donc vous nous donnez vos coordonnées. Oui, voilà mes coordonnées. Donc, je suis donc à Paris, je suis au sein de la Chambre de commerce et d'industrie franco-allemande, dans laquelle j'ai mes locaux, et je suis donc tout à disposition ici. La semaine prochaine, je serai au salon Polytech, où nous avons un atelier sur la thématique des technologies de l'environnement et de collaboration franco-allemande. Merci Raphaël Goldstein, donc représentant en France du GTAI. Et maintenant, vous avez 5 minutes pour poser des questions. J'aimerais savoir comment est-ce que l'imposition en France se situe par rapport à l'imposition allemande. À la personne privée, l'imposition est relativement similaire. Donc, ce n'est pas trop ce qui est intéressant en Allemagne. On va tourner à peu près... c'est pas l'optimisation, j'ai vu ce qu'il y a plusieurs fois, l'optimisation fiscale ne se trouvera pas en Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est surtout pour les entreprises. C'est qu'en tant que personne, vous payerez peut-être des impôts, ce sera à peu près pareil, mais c'est en termes de coût indirect du travail que l'Allemagne est très intéressante. C'est à peu près 27 € pour 100 € de salaire brut en Allemagne d'imposition, comparé à la France où c'est 50 à peu près. Donc c'est plus pour l'employeur qu'on parle d'investissement en termes d'imposition. Pour la personne, moi je paye mes impôts en France, j'ai pas vraiment l'impression que j'ai gagné quelque chose ou que j'ai perdu quelque chose. Pour un salaire de 52 000 €, 52 000, en termes d'imposition, ça signifiera la même imposition qu'un salaire de 70 000 € en Allemagne. Donc finalement, oui, vous arriverez à gagner plus en travaillant
en Allemagne à cause de cette question du coût indirect du travail. Il y a une différence très importante. Vous donnez votre micro à Monsieur Lasserre. Une différence très importante pour le salarié, c'est-à-dire que la part sociale du salarié dans les charges sociales est moins élevée qu'elle n'est en France. C'est-à-dire que les cotisations sociales sont moins élevées, c'est-à-dire ce qui reste en net du salaire brut est beaucoup plus important. Et il y a pratiquement une quinzaine de points de pourcentage de différence. Donc c'est un surcroît de pouvoir d'achat. Les salaires nets allemands sont plus élevés parce que le salaire indirect est moins élevé. En grande partie parce que même si les salariés payent 50-50 par rapport au patronat, on a abaissé les charges sociales. Et c'est notamment en abaissant les coûts et les charges sociales qu'on a redonné du pouvoir d'achat aux Allemands et qu'on a relancé l'économie. Quand M. Hollande comprendra qu'en baissant les charges sociales, on ne pénalise pas les gens, mais on leur redonne du pouvoir d'achat, ce sera une révolution copernicienne dans la logique économique française. Pour un ingénieur centralien en début de carrière, un ingénieur gagnera plus net et aura une qualité de vie plus importante en début de carrière en Allemagne. Moi, je le vois dans mes équipes, c'est très difficile de faire revenir des collègues français qui ont un salaire français, qui ont un niveau, on va dire, ingénieur, spécialiste ou niveau de management 1. Moi, chez Bosch, je n'arrive pas à les faire revenir en France à cause de la différence de salaire et de niveau de vie au final. Donc, un ingénieur, surtout en début de carrière, gagne mieux sa vie en Allemagne, ce qui est un frein à la mobilité. Donc, vous parliez de l'interconnexion, il y a des freins de ce type-là pour la mobilité après des personnes. Et mon expérience, c'est que ça a tendance à se lisser dans le temps. C'est-à-dire qu'après, en termes de dirigeants, les salaires des dirigeants ou le niveau de vie des dirigeants en Allemagne ou en France est similaire. L'industrie en France, plutôt dirigée vers les CAC 40, par exemple. En Allemagne, où on voit plutôt das deutsche Mittelstand. Est-ce que vous voyez vraiment pour les entreprises en France, aussi les grandes entreprises, des avantages de faire cette transition vers cette structure industrielle qu'on voit en Allemagne? Bon, il va de soi qu'en France, la petite et moyenne entreprise est systématiquement pénalisée par toute une série de mécanismes, notamment des effets de seuil, qui font que dès que les entreprises, on les empêche de grandir, puisque dès qu'elles franchissent des seuils de salariés, elles se voient imposer de nouvelles charges. Et c'est vrai que l'entreprise, en général, est chargée de multiples charges. L'entreprise supporte des charges de transport pour ses salariés, des charges de logement, toute une série de prestations sociales qui pénalisent très peu les grandes entreprises parce qu'elles ont plus de marge de manœuvre. Et puis surtout, les grandes entreprises ont une part plus importante de leur activité sur le marché extérieur, donc ne payent des charges à l'extérieur qui sont moins importantes, alors que la PME française, elle est imposée au maximum en France sur le terrain. Et dès qu'elle grandit, elle est pénalisée parce qu'elle a des charges supplémentaires. Et en même temps, elle est soumise par ailleurs à des problèmes de qualification de la main-d'œuvre. La qualification de la main-d'œuvre de production, de la main-d'œuvre ouvrière et de la main-d'œuvre professionnelle est nettement moins inférieure qu'elle n'est en Allemagne. Et il est très difficile pour une petite et moyenne entreprise de trouver et de garder une main-d'œuvre qualifiée. Elle peut d'ailleurs très mal rémunérer à la hauteur de son engagement. Donc il y a là une impasse systémique en quelque sorte, qui fait que chez nous on a privilégié la grande entreprise très longtemps, et puis qu'on prend l'entreprise, et notamment la petite entreprise, comme quelque chose de suspect, de gens qui font du profit, à la limite sur le dos des choses, des gens qui s'enrichissent, et qui font que même on les taxe au niveau de la succession, parce qu'une petite entreprise qui est revendue, on considère qu'on va passer le capital à un fils à papa qui va le dilapider. On n'a pas du tout la valorisation de l'entrepreneur. L'entrepreneur est suspect parce qu'il a plus de liberté d'une certaine manière, mais surtout, c'est qu'il a plus d'autonomie et on croit qu'il s'enrichit. Très souvent, la rémunération des petits entrepreneurs est inférieure à celle des cadres du secteur privé. Les entreprises du CAC 40 en Allemagne contribuent quand même sont très importantes dans l'économie allemande. Donc c'est à peu près 55, si on regarde les 10 premières entreprises filiales d'entreprises françaises en Allemagne, c'est les entreprises du CAC 40. C'est à peu près 55 milliards, ça correspond à peu près à 3 poids lourds de l'industrie allemande qui sont MAN, le fabricant de camions, plus Hurtif, qui correspond à peu près à Vinci, et un électricien qui correspondra à
Oui, bon, je ne peux pas dire EDF, parce que non, EDF c'est beaucoup plus trop gros. Enfin bon, ça correspond à beaucoup de choses. Bon, le fait que, juste pour dire, c'est que les entreprises moyennes et petites en Allemagne, c'est un peu systémique, puisque l'Allemagne n'est pas un pays centralisé. Le développement des petites et moyennes entreprises, c'est surtout quelque chose dû à la structure régionale allemande. Donc ça, il faut mettre un peu dans le contexte. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui ont été... il y a un peu ce dirigisme, ce colbertisme, comme on peut le trouver en France, ça n'existe pas vraiment en Allemagne. C'est l'ancrage dans la région. Par exemple, on va prendre le Baden-Württemberg, hein, c'est un très bon exemple. Ou Stuttgart. J'ai étudié à Stuttgart, donc je peux dire que du bien de cette Baden-Württemberg. En plus, je travaille pour Mercedes, donc je m'en rends très bien. L'industrie est soutenue par l'État, mais surtout, avant tout, par la région. Et vous avez, par exemple, le meilleur exemple, c'est même selon le cap politique qui est pris, hein, donc actuellement, ce sont les Verts qui sont au pouvoir dans le Baden-Württemberg, qui sont les premiers à parler de l'industrie, l'importance de l'industrie de prendre certains caps, évidemment. Hein, c'est sûr qu'on est beaucoup plus sensible à la réduction de CO2, mais vous avez un appui qui est constant de la part de la politique régionale. Ça amène donc à une structure de petites et moyennes entreprises qui est très forte. Ça amène aussi au fait que les instruments de financement, qui sont les banques régionales, sont très tournés vers ce genre d'entreprises. Et ça amène aussi qu'il y a beaucoup de Sparkassen, donc c'est à peu près les banques locales, qui sont, elles, les interlocuteurs directs de ces entreprises. Donc c'est quelque chose de systémique et c'est quelque chose qui s'est construit pas du jour au lendemain non plus. Donc on attend, hein, les choses se développent.